On se retrouve dans un nouvel épisode où on va parler de système de magie. On avait fait une vidéo sur Questmaker sur les systèmes de magie, on avait approfondi pas mal de choses, notamment on avait repris pas mal d'idées de Brandon Sanderson qui est un auteur célèbre de fiction, qui a d'ailleurs réussi un gros Kickstarter récemment, je crois 4 millions, un truc comme ça, il a levé peut-être un peu plus. Non, ouais, plus, pas mal, hein. J'en ai aucune idée. Je me souviens Pas mal, ça il fait y a comme beaucoup. quelques mois. Ouais, c'est lui qui a le record de Kickstarter avec un livre, enfin des livres même qu'il a, et je crois que c'est des sommes astronomiques, c'est le record absolu de Kickstarter, quoi. Donc il est plutôt chaud et il a créé énormément de contenu. Il est surtout connu en grande partie justement pour ses systèmes de magie complexes, et donc il expliquait qu'il a fait pas mal de conférences, de cours pour parler un petit peu de ça. Il disait qu'en gros, tu peux faire il y a deux grandes familles de systèmes de magie. Il y a les systèmes hard, où là c'est la magie, elle est très codifiée sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment ça se met en place, etc. Et le système plus soft, qui est un peu plus quelque chose pas contemplatif, mais en gros une magie que tu peux pas trop expliquer, tu peux pas trop savoir d'où elle vient, un peu ce qu'on peut avoir dans Princesse Mononoke ou ce genre de choses, où tout n'est pas expliqué, mais voilà, c'est comme ça. Bon, Harry Potter aussi pour faire simple en fait, parce qu'en soi tu sais pas exactement d'où elle vient la magie, tu sais pas comment elle est utilisée réellement. T'as juste une baguette qu'on te dit comme condition, et en plus dans les jeux après on te dit bon, la baguette elle est peut-être pas utile, tu peux y aller à la main aussi. Donc ouais, voilà. Et voilà, donc l'idée c'était qu'on parle un petit peu de ça. Florian, toi t'as fait pas mal de systèmes de magie différents dans tes jeux. Tu peux peut-être nous raconter un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de choses à raconter sur la magie. La magie, déjà, il y a la façon de l'aborder qui me semble importante. C'est-à-dire que la magie, pour moi, c'est un plus dans la création des univers. C'est-à-dire que quand je crée un univers, il y a forcément le moment où, forcément, c'est un jeu de rôle, donc on aime bien mettre de la magie ou des trucs qui n'existent pas, histoire de corser un peu la chose, donc ça peut être des aliens, de la magie, plein de choses. Et du coup, quand c'est de la magie, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc il y a plusieurs questions, et je pense que la première question qu'on peut se poser, c'est la source de la magie. Effectivement, c'est d'où elle vient. Et donc, effectivement, est-ce qu'on veut ou pas apporter une réponse à cette question ? Puisque dans le jeu de rôle, l'avantage, c'est qu'on a le fameux « ta gueule, c'est magique » qui peut bien incarner ce que tu disais, là, le soft system. C'est le « ta gueule, c'est magique », c'est qu'on s'en fiche, en fait. C'est la suspension d'incrédulité, il y a de la magie, point, c'est voilà. Mais on peut aussi essayer de la justifier. Donc, la justifier, comment, pourquoi, est-ce que la magie, c'est quelque chose... alors, la justification en elle-même peut être un petit peu bancale, mais à la rigueur, on s'en fiche. Typiquement, dire que c'est quelque chose de la technologie alien, on perçoit comme de la magie, ça explique pas vraiment, mais en fait, ça explique au sein de l'univers, et c'est déjà suffisant. C'est ça qu'on va chercher à faire. Est-ce que c'est les midi-chloriens, donc quelque chose de plus biologique, quelque part, même si, encore une fois, il y a plein d'implications qu'on comprend pas forcément, mais... Il y a aussi des choses qu'on peut dire... on peut y avoir des légendes autour de la magie, de comment on pense qu'elle a été faite, et ça peut être une quête ou une partie du scénario de savoir son origine. Ouais, c'est ça. Typiquement, il y a un élu qui maîtrisait la magie et qui l'a transmis à sa descendance. On va faire la quête, essayer de se retrouver sur sa tombe, machin, et on se rend compte que c'était vrai ou pas d'ailleurs. Tu parles de légende. Ça, c'est un biais absolument génial dans le jeu de rôle, les légendes. Moi, il y a une compétence que j'aime beaucoup dans mes jeux de rôle, c'est la compétence conte et légende. Ça n'a pas grand chose à voir avec la magie, mais un petit peu quand même, puisque c'est les joueurs qui font un jet de dés, et si ça réussit, je leur raconte une histoire de l'univers. Donc du coup, là, typiquement, ils entendent parler d'un dragon dans une truc, ils disent « Est-ce que j'en ai déjà entendu parler ?» Pouf, ils font un jet, paf. Je leur dis « Oui, alors vous entendez parler de tel dragon ?» Et sauf que des fois, c'est des histoires qui n'ont rien à voir, des fois c'est vrai, des fois c'est faux, et en fait, ça crée de la... En fait, ça enrichit l'univers, et je trouve que la magie peut avoir ce rôle-là, d'enrichir l'univers, au-delà après son utilisation. Vraiment, juste sa genèse, c'est... d'où qu'elle vient, la magie, et que du coup, effectivement, ça peut donner aussi, il y a différentes races, est-ce que tout le monde a accès à la magie, pourquoi,
Sous quelles conditions? Est-ce que c'est la même aussi? Est-ce que c'est la même? Tu peux avoir plusieurs systèmes de magie. Exactement. Tu peux avoir un système hard, un système soft qui cohabitent. Exactement. Et tu peux faire des choses intéressantes comme ça. Il y en a qui... Après, il y a aussi la prière. Est-ce que c'est de la magie quand tu demandes au dieu d'intervenir pour toi? C'est pas toi qui fais la magie, mais c'en est un petit peu parce que tu as quand même la main mise sur ce qui peut se passer indirectement. Donc puis la place après c'est effectivement quelle en est l'utilisation. Est-ce que la magie est tolérée? Est-ce qu'elle est acceptée? Est-ce que tout le monde l'utilise? Est-ce que oui? Est-ce que non? Comment? Dans quel cadre? Typiquement peut y avoir un univers où la magie c'est que les nobles et ou l'armée qui l'utilisent. Et ils se le transmettent et en fait du coup c'est un outil et ils l'utilisent comme pour asseoir leur autorité quelque chose et que du coup forcément si quelqu'un l'a dans l'autre camp ça devient un problème. Donc en fait la magie c'est aussi quelque chose de vachement intéressant, moi je trouve, dans la création de l'univers. Voilà. C'est-à-dire que ça soulève plein de questions qui peuvent être intéressantes et tout ça au-delà de enfin même avant je dirais pas plutôt qu'au-delà, c'est avant même de se poser la question de comment la transcrire en termes de système, c'est quelle place elle prend dans l'univers qui peut être intéressant. Et à partir de là, du coup, qu'est-ce qu'on en fait en termes de système? Et c'est ça qui peut être très intéressant aussi, puisque du coup, la magie, est-ce qu'on veut en faire quelque chose de puissant, d'utilisable en combat ou non, pour les jeux de rôle avec du combat? Est-ce que c'est plus axé enquête? Est-ce que c'est plus un truc du quotidien, genre, tiens, je me ferai chauffer des pâtes, je fais bouillir de l'eau par magie, et puis en fait, ça dépasse pas ça. Et là, c'est juste, les gens, ils peuvent faire bouillir de l'eau par magie, et puis c'est juste pour pallier le fait qu'ils n'ont pas de micro-ondes, les pauvres. Mais voilà, ça peut être plein de choses. Et du coup, effectivement, j'ai fait pas mal de systèmes, j'en ai joué aussi, je ne les ai pas tous... j'ai pas la paternité de tous les systèmes de magie que j'ai fait. Mais ouais, on peut parler de plusieurs... typiquement, par où commencer? Parce que j'en ai plein. Il y en a un qui vient en tête. Je vais commencer par un qui n'est pas le premier que j'ai fait et qui est sans doute l'un des pires pour le Game Master, mais qui est l'un des plus intéressants. Il me vient, c'est un système où les joueurs créent la magie. Ouais. En gros... À la Morrowind, quoi. Je sais pas si vous avez joué à Morrowind, dans Elder Scrolls Morrowind, où en fait tu pouvais carrément dans Morrowind créer ta magie. Ah ouais? Qui est incroyable. Je crois aussi dans Daggerfall, dans Elder Scrolls 2, tu pouvais aussi créer ta magie. Et tu peux créer, en fait, tu prends un sort de base et tu l'adaptes avec un autre sort, tu mélanges, et en fait ça te fait ton sort à la fin. Ce qui est incroyable dans un jeu vidéo de faire ça, surtout pour l'époque, avant 2000, c'est quand même incroyable. Mais ouais... Et là, du coup, c'est je ne sais pas pour Morrowind. Mais l'idée, c'était que les joueurs chopent des composantes magiques. Donc les composantes, à chaque fois, elles ont un... Je disais, il y avait un petit effet qui se coule et puis l'effet magique. Typiquement, il y a un cristal, quand on regarde à travers, on voit les étoiles. Donc c'est super, même quand on est dans une grotte, on regarde à travers, on voit les étoiles, donc ça c'est l'effet qui se coule de quand je l'ai dans la poche, il me sert à quelque chose pour que l'objet soit pas inutile. Et si je veux en faire un sort, c'est un sort qui a attrait à la lumière, par exemple. Et du coup, voilà, ce composant-là est lié à la lumière, et puis il y en a un autre qui va être lié au corps. Donc du coup, après, ils vont mélanger celui qui est lié au corps et celui qui est à la lumière. Ils vont me dire, Florian, je mélange ces deux trucs-là et je fais un truc qui permet de se transformer en... faire de la lumière avec son corps, comme ça, pouf, je suis une ampoule géante. Voilà. En fait, c'était à eux de proposer les sorts. Donc évidemment, ils sont allés bien plus loin. Et donc, c'est à moi, après, de juste les équilibrer. Donc c'était vachement pratique. Parce que du coup, je n'avais qu'un rôle d'équilibrage à faire en fonction de, effectivement, ça te coûtera tant de mana, tant de machin, ça aura tel effet, pendant tel temps, machin, fais ton jet et puis on verra bien. Mais du coup, là, c'était vraiment laisser aux joueurs la main mise sur ce qu'était la magie, là où on peut aussi faire des trucs très, très segmentés, notamment... je vous parlais tout à l'heure d'un univers où chaque race avait sa magie.
Donc j'ai fait un autre univers où effectivement il y avait une dizaine de races, chacune avec son système de magie. Donc les humains, c'était un truc très élémentaire, un peu à la Avatar. Il y avait des géants qui faisaient des parchemins. Il y a des... Enfin, plein de choses. Des trucs plus proches du chamanisme, du druidisme. Mais chaque race avait vraiment son truc. Et là, pour le coup, chaque magie était particulièrement cadrée. C'est-à-dire, on pouvait faire qu'un seul truc, très, très fermé. Et là aussi, c'est un petit peu c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que là, pour le coup, chaque magie... le joueur n'a quasiment pas de liberté. C'est-à-dire, quand il lance son sort, le sort, on sait ce qu'il fait. Tac, c'est très précis. Tu fais TD, ça passe pas. Ou alors, en fonction de TD, il y a peut-être des entre-deux. Mais en tout cas, il n'y a aucune surprise. Il se passe ce qui se passe. Et moi, là, pour le coup, je n'ai pas du tout... Enfin, mon rôle à moi, c'est vraiment juste de lire le truc et de faire appliquer la formule. Ce qui est plutôt pratique du coup pour toi, parce qu'en tant que MJ où tu conceptualises ce système-là, bon bah si tu veux faire un truc où chaque race a son système de magie, tu vas aller très 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 loin dedans, tu trouves un truc Donjon Dragon, finalement tu joues jamais, parce que t'as le temps de tout créer, etc. C'est compliqué quoi. Ça demande en fait, c'est l'inverse, c'est soit ça demande plus de temps avant, soit ça demande plus de contrôle après. De contrôle ou en tout cas d'aisance. De contrôle de son univers, pas forcément, puis pas vraiment du contrôle de la maîtrise, plus que du contrôle. Tu sais à peu près combien de temps t'as mis pour créer tout ce système de magie justement par race? Pas tant de temps que ça, parce que je me suis inspiré pour chacune d'un truc que je connaissais. Parce que c'est vite le truc où, tu vois, quelqu'un qui nous écoute peut se dire, vas-y, je vais faire ça, je trouve ça trop bien, mais il peut vite se perdre dedans, en fait. Ça, plus l'univers, je pense que ça m'a pris une semaine, bout à bout, d'arriver à tout calibrer, l'univers plus le truc. Et encore une fois, j'avais déjà des clés de base, donc ça peut être un peu... C'est pas simple, mais ça permet du coup derrière une fois... Puis c'était pas après non plus des systèmes incroyablement développés, hein. C'était assez simple par race, par truc. C'était suffisant pour tenir une campagne. Mais typiquement, celui où mes joueurs peuvent inventer leur magie, celui-ci, il n'y a pas de limite. Celui-ci, on fait 15 campagnes à la suite dans le même univers, ils auront toujours des trucs. Là où... quand les magies sont bien cadrées, bien découpées, on en voit le bout. Donc ça limite aussi, mais c'est beaucoup plus pratique à masteriser. Ça demande plus de temps avant, mais pas forcément tant que ça, parce qu'il y a plein de bouquins, parce qu'il y a plein de choses, plein de sources. On s'instruit aussi de ce qu'on a déjà vu, de plein de choses. Hein, donc pareil, que ce soit, même sans parler d'expérience de jeu de rôle, mais genre de ce qu'on a lu, tu parlais d'Harry Potter, en fait, t'adores Harry Potter, la magie d'Harry Potter, tu chopes l'aspiration de partout. Hein. Tu la mets sur papier, et après, effectivement, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce qu'il y a des jets de dés? Est-ce que c'est de la magie, ils savent faire, donc en fait, il n'y a pas de jet de dés? Est-ce qu'il y a des dragons aux baguettes pour pas qu'elles se fassent Est-ce qu'il y a des dragons aux baguettes? Ça, c'est ma giga blague, quand même. Faut dire qu'Harry Potter, c'est pas ouf en termes d'explication, mais... Expelliarmus, non, j'ai une dragonne. Il y a des... Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des limites, mais comme tout système et comme toute magie en réalité. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc la magie, il y a plein de choses. Puis tu peux jouer aussi sur le mana, typiquement. Est-ce qu'on en met ou est-ce qu'on n'en met pas? Augmenter le truc. Tu peux faire une magie aussi, particulièrement puissante, mais qui va vraiment diminuer ton personnage. Tu lances tes sorts, effectivement, tu fais des miracles, mais par contre, ton personnage est en PLS derrière, ou à l'inverse, tu peux balancer 3 milliards de sorts, mais il faut que soit l'univers soit fait pour, soit que les sorts soient moins... rocambolesque. Tu nous avais parlé du roleplay la dernière fois que tu avais fait où quand les personnages s'endormaient, ils arrivaient dans un monde avec des objets, etc. Tu considères que tu le mets dans la case magie? Alors là, c'est une magie, C'est une magie, mais c'est pas la magie au monde en fait. C'est un autre type de magie. C'est effectivement la magie de. C'est l'environnement, quoi. C'est de l'environnement, mais ça, c'est aussi un très bon. C'est aussi une très bonne remarque. C'est que la magie vient pas forcément des joueurs. Elle vient pas forcément des joueurs, elle est pas forcément au service des joueurs, ils peuvent pas forcément la maîtriser ou l'utiliser.
Et effectivement, du coup, donc, pour recadrer pour ceux qui n'auraient pas vu, donc c'était un système où les joueurs incarnent des personnages qui ont une vie très simple, un peu dans le monde, et toutes les nuits, sachant que les personnages ne sont pas forcément dans le même pays, il y en a qui sont même dans des pays en guerre, ils ne parlent pas forcément les mêmes langues, la même culture, enfin il y a plein de choses. Et toutes les nuits, paf, ils se réveillent dans leurs rêves, dans un rêve commun, où ils sont dans un donjon, et ils se comprennent tous, ils parlent une langue en tout cas qui se comprennent dans leur tête, et ils sont dans un donjon, il faut qu'ils arrivent à combattre et vaincre le donjon ensemble, en comprenant du coup toutes les ficelles, puisque donc là quand je masterisais ça, j'avais un timer avec toutes les patrouilles qui machinaient, donc il fallait qu'ils évitent les patrouilles, il y avait des pièges, il y avait des énigmes, donc la première fois ils se posent devant l'énigme pendant 5-10 minutes, bim, il y a une patrouille de gobelins, ils meurent, bon bah, la nuit d'après ils reviennent, donc déjà comment on y est arrivé, on y arrive, on se remet devant l'énigme, et puis une fois qu'ils ont trouvé la solution, bah ils rushent jusqu'à l'énigme, ils disent oui c'est 303, et puis bouf, ils rentrent, et puis en fait ils avancent. Et ta campagne s'arrêtait entre le sort qu'ils avaient subi, il y a des explications en fait, derrière à la fin spoiler alerte, le but du jeu c'était de trouver le donjon dans la vraie vie, dans la journée. Donc la journée, les joueurs se sont réunis, ils ont dit bon bah, qu'est-ce qu'on fait par rapport au fait qu'on dans nos rêves c'est bizarre quand même, et du coup ils ont retrouvé le donjon, et le but du jeu du coup c'était d'aller dans le donjon dans la vraie vie, dans quel cas, parce que dans les rêves quand tu meurs tu te réveilles, oui ça entraînait en fait, mais là du coup dans la vraie vie quand tu meurs qu'est-ce qui se passe, bah, on va pas trop tenter le diable, sauf qu'en fait ils connaissent le donjon. Oui, bah oui. Ils entrent dedans et paf, ils savent où ils sont, ils savent comment faire, comment aller, et ils arrivent devant le boss final qui n'était pas accessible au rêve parce que ta gueule c'est magique. Et ils y ont accès maintenant que c'est dans la vraie vie, et effectivement quand ils gagnent, bah, youpi tralala tout ça. Mais en soi c'est quand même de la magie dans le sens qui peut être comprise par les joueurs en fait. Ouais. Certes elle peut pas être maîtrisée à 100% parce qu'en fait tu peux pas la contrôler, mais du coup je me souviens que tu disais comme quoi s'ils s'endormaient avec quelque chose, ça apparaissait dans le donjon. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils ont compris la magie, quoi. Ils ont compris le système. Effectivement, c'est une magie qui a quand même des codes, c'est-à-dire qu'effectivement, très rapidement, il y en a un, il s'endormait avec son échelle, parce qu'il savait qu'il y avait un moment où il y avait un trou qui se formait sur le passage, et que s'il posait l'échelle, il pouvait avancer. Donc il s'endormait avec son échelle, et effectivement, il se réveillait dans son rêve avec ce avec quoi il s'était endormi. Et tous les matins, il revenait au début du donjon, ou il revenait là où il s'était arrêté. Et tous les jours, il recommençait au même endroit dans le donjon. Okay. Donc effectivement il commençait dans une salle, donc il faisait un peu toujours le même parcours, c'est très rigolo, à la fin c'était vraiment c'est du speedrun, vraiment à la fin c'est vous vous réveillez, bon bah gauche droite gauche, on pose l'échelle 3 fois droite, les gobelins on se tait parce qu'ils passent, on le sait très bien, hop là, et puis en fait juste ils rushaient pour arriver à l'endroit où ils étaient bloqués, ou en tout cas où ils voulaient aller, et puis après on reprenait. Et t'avais du coup, cette la magie, fin de... Enfin, ton plot final, tu l'avais dès le départ ou pas? Tu l'as fait? Je l'avais dès le départ, ouais, globalement. Après, il y a des choses que tu rajoutes forcément parce que les joueurs posent des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Donc, il faut en trouver. Tu les notes sur un coin de ta page et puis tu y reviens après plus tard pour développer. Et typiquement, de ce que tu disais, que la magie, elle est comprise et maîtrisée par les joueurs, j'ai fait donc 2 campagnes dans cet univers. Et dans la 2e campagne, les joueurs ont cherché à comprendre ce qui se passait. Et pourquoi leur personnage subissait ça. Et du coup, j'ai brodé un truc pour expliquer que c'était la création de... C'est en fait que les... Donc dans la première campagne, ils jouaient les 7 péchés capitaux. Et dans la 2e, ils jouent des arts. Les arts, donc... les arts tels qu'ils sont avec le 7e art et le cinéma, donc les 6 arts primordiaux. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a l'architecture, la littérature, la peinture, l'art dramatique, et puis je vais avoir l'air bête, la musique et il m'en manque un, mais ce n'est pas très grave en réalité. Et donc bref, eux, dans le donjon, le boss final, c'était les muses qui incarnaient les arts antiques. Et du coup, en fait, c'est les gens, quand ils commencent à croire à quelque chose, et ça se matérialise dans la vie. Et en fait, c'est du coup, vu que les gens, ils y croient
c'est quelque chose d'un petit peu insidieux comme les rêves, et du coup ça se matérialise dans les rêves, et ils incarnent ça, et du coup voilà, bref. Ta gueule, c'est magique, mais ça donne du corps à ça, et ça fait que je peux créer en plus plein d'autres campagnes sur ce que je veux là-dessus. Avec un seul concept. C'est avec le même concept, mais c'est rigolo parce que effectivement, à la base, c'était complètement du soft system où pour cette partie-là, en tout cas, la partie de pourquoi ils vont dans le rêve, moi, j'ai pas d'explication. Et puis, à force, on en trouve. Et ça va me perturber, ce truc. Alors, attendez, bougez pas. Architecture. Architecture, sculpture, peinture, musique, poésie et littérature. Ouais, mais c'est la sculpture. Théâtre, non, mais c'est la cinéma. sculpture. J'ai oublié la sculpture. Ouais. Donc voilà. Bref. Excusez-moi, c'était très important. Ça m'aurait perturbé pendant les... Donc tout ça pour dire que ouais, il y a plein de trucs, et puis après ouais, donc c'est ouais, dans l'univers c'est cool. Peut aussi y avoir des choses qui changent. Là, je viens de commencer une campagne, je vais pas trop en parler parce que je suis écouté et que je sais que le spoiler peut en gêner ou en aider certains. Mais où en gros, c'est un système où c'est un univers où il n'y a pas de magie, machin. Enfin, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie pendant 30 secondes, hein, clairement. Quand je leur dis créez votre fiche de personnage, il y a des trucs, je leur dis n'écrivez pas trop fort là-dessus parce que vraiment, l'introduction, ma première phrase, ça va changer. Il n'y a pas de magie, il y a du mana à côté. En plein ils savent qu'il va y avoir des trucs, mais à la rigueur, c'est bien aussi quand qu'ils sachent un minimum dans quoi ils tombent. Mais ils n'ont aucune info sur les magies, si ce n'est leur nom que j'ai donné pour qu'ils puissent écrire leur fiche de personnage. Mais du coup, ils n'ont aucune info dessus, et c'est des magies qui sont pas utilisables en combat. Ça, c'est ce que je leur ai dit, donc ils savent pas comment les utiliser, mais ils savent que ce sera pas utilisable en combat. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez différent, parce que la magie, on a tous la vision de boules de feu, machin, des trucs super cool, très, très pyrotechniques et très... qui donnent un sentiment de puissance au personnage, mais... La magie, ça peut aussi être quelque chose de bien plus calme, bien plus reposé, bien plus réfléchi, axé enquête, axé développement du personnage, potentiellement, mais de façon très indirecte. Une fonction... Hier, on parlait des Zelda, là, tu sais, sur Game Boy Color. Ouais. Où t'avais... Oracle of Ages. Oui, et les saisons. Ouais. Et sur Aegis, justement, tu as cette magie de revenir dans le passé, et à certains moments, quand tu vois des portails, de pouvoir retourner dans le présent. Et ouais, c'est assez intéressant, parce qu'au final, c'est une fonction, mais elle a un impact majeur dans tout le jeu, quoi. Ouais. Et c'est pas de la magie qui fait boum, quoi. Ouais, et ça reste une magie ultra intéressante, et il y a plein de choses à faire, parce que l'avantage, c'est que magie, c'est un mot qui veut tout et rien dire. Et peut y avoir de la magie qui est très puissante sans être très... typiquement, dans Zelda, tu réussis tout grâce à cette magie, elle est surpuissante. Pour autant, tu tues personne avec, tu fais... La puissance de la magie ne se relève pas au nombre de dégâts qu'elle inflige, quoi. Puis après, du coup, effectivement, il y a sa construction, il y a tout ça, est-ce qu'il y a du mana ou pas, parce que le mana c'est bien parce que ça permet de limiter, est-ce qu'on a envie de limiter la magie grâce à ça, c'est ce que tu disais, que, beaucoup de limites, la limitation de la magie est moins intéressante, enfin est plus intéressante que ses possibilités, et c'est vrai, c'est-à-dire que effectivement c'est qu'est-ce que je ne peux pas faire avec la magie, tout à fait. Qui va dire ce que je peux faire. Parce que en fait, dire la magie permet de lancer une boule de feu, c'est très intéressant, mais en fait, ça peut faire plein d'autres choses. Et tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est lancer la boule de feu, ça permet pas d'éteindre un incendie. Bon, ok, mais du coup, ça peut permettre de faire tout le reste. C'est clair. Donc, dans mon roleplay Megaman, leurs personnages, ils ont un appareil pour faire jouer leur personnage virtuel aussi à l'intérieur. Et ils ont de la RAM, comme on a sur nos ordi, quoi. Et en fait, ils peuvent du coup augmenter leur RAM. Et du coup, à chaque fois, ils sont obligés, s'ils veulent acheter de la RAM, ils sont obligés d'avoir le même nombre de RAM comme dans ton PC. Tu vois, par exemple, tu peux pas avoir. Enfin, je crois pas que tu puisses avoir 4 et une barrette de 4, une barrette de 8.
Je crois que tu peux, mais c'est de la ça marche pas bien, ouf, ça marche pas bien. Et donc du coup j'avais fait un peu ce truc où justement du coup ils ont appris des choses sur l'informatique, c'est cool. Mais et donc du coup en fait ça permet d'avoir une bonne progression parce qu'au début ils ont par exemple 8 Go de RAM, ce qui fait qu'ils peuvent pas utiliser des tonnes de sorts parce qu'en fait ils ont des petites puces qu'ils peuvent avoir dans des boosters. Et quand des fois ils ont des super cartes super puissantes qui peuvent jouer, mais du coup ça consomme quasiment toute leur RAM. Et avec le temps ils peuvent acheter d'autres barrettes et du coup avoir leur personnage qui reste là beaucoup plus longtemps en combat. Mais sur des combats quand même longs contre des boss, etc., faut bien réfléchir à ouais, mais si j'utilise ça, je dépense trop ma RAM et mon personnage il faiblit au bout du combat. Du coup ta RAM elle est dépensée au cours du combat ou pas? Ouais, en fait, quand c'est une barre de mana déguisée. C'est une sorte de barre de mana. En gros, dès qu'ils utilisent une carte de combat, par exemple une épée, leur bras va devenir une épée et il y a un coût d'utilisation, par exemple 4 gigas. Et après, sur le tour d'après, ils doivent décider s'ils gardent l'arme ou pas. Donc peut-être ça va coûter 2 gigas s'ils gardent le tour d'après, etc. Et des fois, ils vont en enchaîner. Tu vois, t'en as qui peuvent avoir des choses qui leur permettent de voler. Donc du coup, mais si leur bras redevient un bras, ils récupèrent cette RAM. Non. Ah, elle est quand même dépensée. Non, elle est dépensée pour le combat. Il faut du temps pour que cette RAM elle se libère à nouveau. J'avais réfléchi aussi effectivement à ça, mais après c'était. Ça a d'autres implications. Typiquement, c'est toute cette notion de limitation qui est géniale. C'est que le mana, c'est plutôt un truc que tu dépenses et quand t'en as plus, tu peux plus faire. Là où tu peux avoir des trucs de t'appelles ça comme tu veux, mais je trouvais que la RAM, c'est pour ça que ça m'a fait penser, c'est que ce serait un maximum. Et après, tu fais rentrer tout ce que tu peux dans ce maximum. Et du coup, si tu peux changer une brique par rapport à une autre, si elle a la même valeur, ça marche. J'avais un petit peu pensé. C'est un côté un peu plus simple à mettre en place pour des passifs, mais ça peut aussi être mis en place pour des actifs dans un combat. Ouais, puis c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant ce côté où, par exemple, tu enlèves ton épée, tu récupères ta RAM, parce que quand tu fermes le logiciel, techniquement, c'est un peu ce qui se passe. Le problème, c'est que tu as des fois des armes, c'est des petites bombes ou c'est des trucs qui vont faire. Ah oui, mais c'est sûr que. Tu te confonds toujours au truc, quoi. Mais, moi, du coup, c'est justement le système que je viens de lancer là avec des joueurs, donc il y a encore des trous dedans, il y a quelques équilibrages en cours, mais où le principe c'est que les joueurs ils ont des jetons. Donc il y a 3 couleurs de jetons, il y a les bleus pour la magie, les verts pour l'agilité, les rouges pour la force. Donc ton personnage il a un certain pool de départ de chaque jeton. Globalement donc un humain de base, il a 2 de partout, donc 2 de magie, 2 d'agilité, 2 de force. Et en gros, dans le combat, les actions sont automatiques, il n'y a pas de jet de dés. C'est tu sais faire ou tu sais pas faire. Par contre, ça coûte des jetons. Donc, typiquement, tu veux désarmer quelqu'un, ça va coûter 2 jetons rouges et un jeton vert. Donc, il faut être plus fort que lui et un petit peu agile. Donc, tu dépenses les jetons. Et le tour d'après, tu récupères qu'une partie des jetons. Tu n'as que 1 de récupération de chaque jeton. Donc, voilà. Et après, tu peux aussi mettre des actions spéciales qui permettent d'handicaper l'adversaire pour qu'il il ait moins de régène de jetons ou qu'il soit obligé de dépenser plus de jetons pour faire certaines actions. Et en fait, comme ça, tu as ce genre de choses et c'est un système qui pour le coup, touche la magie et est similaire pour aussi les actions plus physiques. Pas que magiques. Et il y a des actions évidemment qui sont mixtes, puisque la magie peut aussi intervenir sur des actions physiques, qu'elles soient offensives, défensives, d'agilité, de plein de choses. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser un peu à mon système de magie là, que j'ai mis en place sur ma dernière campagne là, que j'avais fait, qui était un peu similaire à des matérias. Je sais pas si vous avez joué à Final Fantasy, quelconque Final Fantasy. En gros, en fait, tu as des slots de pierres sur tes armes par exemple. Tu peux mettre une pierre dessus et en fait cette pierre là te permet d'avoir tant de compétences. Donc en gros tu as tes compétences qui viennent avec ton arme, mais dès que tu as mis ta pierre dedans, tu peux utiliser que celle-là. Par contre dès que tu as hors combat dans une zone de repos, en fait tu peux, à l'aide, si tu as suffisamment de connaissances en forgeron ou des choses comme ça, tu peux dessertir la pierre et en mettre une nouvelle. Ce qui fait qu'en fait du coup tu avais un système de préparation pour les combats où vraiment les joueurs arrivaient sur un combat, ils savaient que tel monstre allait craigner certaines magies, en fait ils dessertillent et puis sortaient une autre gemme et en fait ils allaient attaquer comme ça.
Et en fait, c'est vrai que ce système-là m'avait intéressé dans un sens parce que du coup, ça leur permettait aussi de créer leur propre gemme, un peu comme sur ton système, tu sais, où tes joueurs te disent, bah voilà, j'aimerais bien faire ça. Bah en fait, tu peux, techniquement. C'est juste que ça te demandait des compétences en plus et tout ça. Pouvoir fusionner quelques compétences sur la même gemme, ce qui permet d'avoir suffisamment plus de capacité sur une même arme, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'était un système que j'avais bien aimé. Puis ça doit être un système un peu théorie crafter sympa où il faut savoir dans quoi tu mets les pieds pour c'est ça, pour optimiser un petit peu avant. Tout le monde n'aime pas faire ça, mais, en fait, ça peut être très sympa. T'as un système qui était très simple, où en gros c'était tout donné, c'est un peu une carte à jouer, tu vois, t'as ton deck et tu mettais un petit peu comme tu voulais, parce que t'avais aussi sur les armures, où en gros, si t'avais tel matériau sur ton armure, en fait ça te donnait tel passif et tel actif. Et en fait, en gros, c'est des choses qu'ils utilisaient à chaque fois en se disant, ok, moi j'aimerais bien, je vais avoir ça, et du coup ça coordonnait aussi par rapport à l'équipe en entier sur qui prend telle compétence, quoi. Ça, c'était un truc qui était assez fun avec des joueurs moi j'avais pas mal de joueurs qui étaient très théorie craft, donc du coup ça leur plaisait, quoi. Ils y allaient à fond, c'était en mode vas-y, moi je vais prendre tout pour être un gigantesque tank, et toi tu fais tout le DPS derrière, tu vois. Jusqu'à ce que le DPS meure, et là, des bandades, mais... Oui, bon. Mais il court. La théorie craft, ça reste de la théorie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était un truc qui m'avait pris pas mal de temps, parce que du coup, j'avais fait petit à petit, parce que je me suis cassé les dents plusieurs fois, moi, sur des systèmes de magie. Et celui-là, en fait, ce qui était l'avantage, c'était que en fait, je pouvais pas vraiment me casser les dents dessus. En tout cas, prendre trop de temps à le faire. Parce qu'en fait, au début, ils avaient un pool de gemmes qui était très limité. Oui. Parce que je leur donnais un truc très limité. En fait, j'avais créé 5-6 gemmes et en fait, ils les avaient de base sur eux. Et petit à petit, en fait, je leur créais d'autres gemmes et je leur donnais. Et après, à eux de les fusionner sur des plus grosses gemmes pour pouvoir avoir des panels de sorts un peu plus élevés. Mais ça, de toute façon, je pense que c'est le conseil à donner. Ouais. C'est que votre système de magie, bon, déjà, la chose qu'il faut faire, c'est réfléchir à sa place dans l'univers. Que ce soit, si vous voulez ou non, lui donner une source, une cohérence. Vous laissez aussi la possibilité de la définir plus tard. Ou, voilà, mais en fait, justement, c'est ça, c'est là où je veux en venir, c'est que d'abord, oui ou non, vous lui donnez une source, oui ou non, vous lui donnez une place, donc qui l'utilise, pourquoi, dans quelle mesure, est-ce que ça a des impacts politiques, est-ce que ça a des impacts sociaux, ou voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et commencez petit. Commencez petit et laissez-vous la possibilité de trouver des réponses aux questions auxquelles vous n'avez pas apporté de réponse au début ou auxquelles vous n'avez pas voulu, faute de temps, faute d'inspiration, faute de plein de choses. Et effectivement, un truc très simple à mettre en place, c'est vous faites une magie des éléments. Bon, bah voilà, il y a l'eau, le feu, l'air, la terre. Comment ça marche quand je cible quelqu'un, comment ça marche quand je cible le sol, comment ça marche quand je cible mon épée. Vous faites ça et puis après vous dites, bon, et si je combine l'eau et le feu ? Est-ce que ça fait la magie de la vapeur ? Et en fait, voilà. Et en fait, petite pierre à petite pierre, on construit quelque chose. Et en fait, quand vous commencez le système, il faut avoir quelque chose de très de simple, qui vous convienne, qui soit simple à masteriser. Et de toute façon, dites-vous que les questions que vous vous posez, les joueurs les poseront aussi. Ouais. Et que le tout, c'est d'avoir la réponse quand ils vous la poseront. Mais en fait, un joueur, tu lui donnes de la magie, il va pas commencer à explorer tout ce qui est faisable dès la première session. Non, il va être trop content. Il a la magie. Ouais, je peux lancer une boule de feu. Donc en fait, avant de savoir si quand il lance sa boule de feu et un trait d'eau en même temps, est-ce que ça fait une boule de vapeur, il va déjà balancer les boules de feu. Donc en fait, laissez le temps aux joueurs d'appréhender la magie dans ses aspects les plus simples pour derrière développer. En fait, vous, c'est aussi un temps que vous pouvez vous permettre, mais c'est un peu votre philosophie chez Questmaker de se lancer dans le bain et puis de voir un peu. Et je trouve que pour la magie, c'est on ne peut plus vrai, parce que ouais, le système de magie, on a souvent plein d'idées. Quand on pense magie, ça évoque 3 milliards de trucs, mais il faut rester assez simple et puis approfondir. Faut se dire qu'en fait, t'es pas obligé de tout savoir. Et en fait, c'est pour ça que nous, on répète souvent ce conseil. En vrai, les conseils qu'on donne, t'es pas du tout obligé de les suivre et tu peux les contourner à partir du moment où tu sais ce que tu fais. Mais souvent, quand on débute, on a tendance à vouloir trop faire en fait. Et le souci, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve à jamais jouer. Et nous, notre message, c'est que si tu veux devenir un bon MJ, si t'as envie de t'éclater avec tes potes, passer du bon moment et tout, bah il faut jouer plus. Et pour jouer plus, il faut que ce soit simple. Et je trouve que c'est
encore plus vrai pour la magie, Ouais. que c'est vraiment le truc où ça peut partir dans tous les sens. Magie et univers, c'est le très fait lié les deux. De toute façon, les deux. C'est très lié souvent. Et heureusement, parce que c'est ça aussi qui fait l'intérêt de l'un et de l'autre ensemble. Personnellement, tu as un temps d'avance sur tes joueurs. Mais c'est ça. Sur ton univers ou ta magie. Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est quand je lance une session, j'ai des idées de base à peu près sur le système, sur le monde, etc. J'ai quelques petites idées de base de première mission, premières intrigues, mais souvent ça va pas très loin. C'est il faut sauver un tel, faire un truc. Et petit à petit, dans les temps morts, quand je veux me balader, quand je fais peu importe et tout, je réfléchis un peu à l'histoire et je me dis, ok, en fait, la raison de ça, ça pourrait être ça, et tel perso, en fait, il pourrait être impliqué dans ça, etc., etc. Et c'est là où tu vois les choses plus intéressantes et tu découvres petit à petit ton propre univers, en fait. Moi, j'ai une anecdote super drôle avec un pote qui était déjà MJ. Donc le gars avait déjà fait des one-shots, il connaissait un petit peu le système et tout. Il a voulu créer un univers, et en fait, il a voulu créer un univers multiclasse. Donc déjà, c'était un peu galère, parce qu'il fallait que les joueurs choisissent leur classe. Donc il y avait magicien, sorceleur, truc complètement différent, élémentaliste, encore plus différent, choses comme ça. Et en fait, il a commencé à créer un système de magie assez simple, où il avait mis genre 3 sorts par classe. Il y avait 12 classes. Ça lui faisait déjà pas mal de sorts à faire. Déjà. Et je me souviens, il m'avait montré et tout, j'avais fait, putain, c'est trop cool et tout, t'as dû passer un mort de temps. Il m'a fait, ouais, j'ai passé un mois. Il a voulu en parler à un autre pote, qui lui était un débutant en JDR, mais genre total débutant. Il a regardé les trucs, il a fait, ouais, c'est cool, mais en fait, il devient quoi mon élémentaliste niveau 12 ? Il a quoi comme sort ? Ça lui a ruiné sa campagne, il a jamais pu jouer à ce jeu. Vraiment, jamais il a pu jouer à ce jeu. Parce qu'en fait, il s'est dit, ah mais ouais, il a pas tort, en fait, comment mes joueurs, ils peuvent choisir leur perso, leur classe, ils peuvent pas se projeter, en fait, dans le temps. Donc du coup, il a commencé à créer tous les sorts, il a passé un mois de plus, il a abandonné. Il a jamais joué. Et pourtant, en vrai, je me souviens, c'était déjà vachement abouti, comme JDR, et je trouvais ça vraiment hardcore. T'as une courbe du kiff, quoi. Au début, ton kiff, il est au maximum, et en fait, plus le projet s'étale dans le temps, et moins t'arrives à rentrer. Ouais, mais là, c'était... Ton kiff, il diminue. Mais là, c'est horrible, parce que t'as un mec qui connaît rien au JDR qui a fait, ouais, mais moi, je deviens quoi, niveau 12 ? Tu sais, je sais même pas s'il y a un niveau 12, tu sais. J'y arrivera jamais. Pour moi, faut... Admettons qu'on prenne le terme de classe, puisque c'est celui que tu as utilisé. Faut savoir comment faut que tes classes soient archétypiques. En gros, il faut que ton élémentaliste, tu sais pas ce qui deviendra au niveau 12, mais il faut que tu saches que l'élémentaliste, voilà, il est spécialisé dans la magie des éléments. Ouais, ça. Donc, en fait, niveau 12, il pourra faire des trucs plus stylés, plus comme machin. Ou combiner des éléments. Trouver des nouveaux éléments ou des nouvelles cibles. C'est les éléments. Mais son thème, c'est les éléments. En fait, t'as pas besoin de plus. Il aurait pu répondre à juste ça et en fait, qu'est-ce qui devient niveau 12 ? Et en fait, mon élémentaliste, je le conçois comme ça. Il est comme ça niveau 1, et puis découvre. Et puis en fait, on va découvrir ensemble, parce que même moi, je ne sais pas quel sort il aura précisément niveau 12, mais je sais que sa philosophie d'archétype de personnage, c'est celle-ci. Et oui, il y aura une montée en niveau, ça je peux le faire. Mais en fait, de toute façon, j'ai pas 12 joueurs, donc il y a 12 classes, c'est super, mais en fait, je vais travailler. Le tout, c'est d'avoir ce qu'il faut pour lancer le truc de base, d'avoir les directions, mais que ce soit pour le système de magie, parce que le système de magie, c'est souvent le système qui fait le plus peur à juste titre, mais même pour le système plus basique d'enquête et de combat, et pour l'univers, en fait, il faut déjà avoir les lignes directrices principales, certains points qu'on veut atteindre, même si on les atteint pas tous à chaque fois, mais des idées de ce qu'on veut atteindre, et puis après se laisser du temps, se laisser une marge de manœuvre, regarder ce qui prend et ce qui prend pas avec les joueurs, parce que typiquement tu fais 12 classes, tu sais que ta table ils sont 4, logiquement, même s'il y en a, même s'ils meurent tous à un moment et qu'ils refont tous quelque chose de différent, il y a encore des classes qui servent à rien, quoi. Ouais, et encore, donc je pense qu'ils s'étaient dit à un moment, oh putain, peut-être qu'ils feront du multiclasse et tout. Allez, vas-y, complexifie encore ton truc. Mais faut pas trop complexifier de base, sachant que ça peut finir en étant suffisamment complexe et que ça, ou alors
si vous avez l'expérience de la chose, faites quelque chose de complexe dès le début, c'est possible. En fait, évidemment qu'il y a des choses fabuleuses qui existent et qui sont d'une complexité ahurissante. Mais en fait, si vous avez un peu peur de ça et que vous ne savez pas comment partir, partez sur quelque chose de simple qui peut se complexifier par la suite. Ouais, c'est fondamental parce que sinon, c'est dommage, quoi. Tu peux te dégoûter du système. Et typiquement, il n'a jamais joué son univers. Et c'est dommage parce que ça se trouve, son univers était super sexy et ses 12 classes, leurs 3 sorts de base étaient peut-être ultra fonctionnel en fait. En vrai, de ce que je me souviens, c'était quand même très bien. Hein. Enfin, ouais. Déjà, j'ai trouvé ça vachement abouti parce qu'il y avait quand même beaucoup de classes, tu pouvais jouer vraiment beaucoup de choses et tout. T'avais des gameplays vraiment différents déjà. Mais moi, de toute façon, j'aime pas la notion de niveau. Moi, mes joueurs, à chaque fois, ils me demandent, mais je suis quel niveau? Et je dis, mais je m'en fous. C'est vrai que moi, je fais jamais de niveau. Je fais juste monter les stats. Moi, je donne pas d'XP, je donne pas de. C'est juste. Enfin. Il y a quelques systèmes où ça change, mais dans la grande majorité de mes systèmes, c'est à la fin de la session, je dis passage de niveau, voilà, tout le monde gagne un petit quelque chose, donc c'est soit des points stats, soit des points que vous dépensez comme ci, comme ça, mais déjà tout le monde gagne autant, parce que je considère que tout le monde a la même expérience de joueur, même s'il peut y avoir des petites carottes que je peux donner exceptionnellement ou reprendre quand je suis très méchant, mais voilà. Et par contre, effectivement, à chaque fois, eux, ils considèrent qu'ils gagnent un niveau. Mais moi, en fait, je m'en fiche. Qu'ils soient niveau 3 ou 12, pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai changé ça par des... Voilà, actuellement, pour mon RP, c'est plus des rangs sociaux. Comment ils sont perçus par la société, des choses comme réputation, ça. La réputation, là, moi, ils ont des espèces de rangs au sein de leur camp, qui fait que, du coup, maintenant, ils sont tel rang, en fait, parce qu'ils ont accompli suffisamment de choses au sein de leur pays, en fait, pour accéder à ce genre de choses. Et en fait, du coup, ils ont des avantages en plus qu'ils n'avaient pas avant. En fait, c'est plus ça, moi, que j'ai mis en place, que plutôt des levels, parce que c'est vrai que les levels, bon... ça se prête pas à tous les RP, je trouve. Non. Autant, tu vois, je trouve sur Donjons et Dragons, je comprends, tu vois, l'intérêt du truc. Parce que le jeu s'y prête, en fait, à monter de level et tout. Intérêt, ne serait-ce que l'intérêt de... Je suis niveau... Je gagne niveau. Enfin, on est d'accord qu'en termes de joueur, je comprends. En tant que MJ, je le conçois pas de cette façon-là. Et typiquement, du coup, par rapport à la magie, le niveau de magie, c'est uniquement ta maîtrise et ce que tu peux faire et comment tu arrives à jouer avec le système de magie. Faut aussi laisser des systèmes... Enfin, c'est intéressant, mais pareil, ça demande une certaine aisance de laisser des trucs un petit peu flous volontairement pour que les joueurs puissent inventer dedans. Moi, je me souviens d'un truc très drôle sur un RP qu'on a fait que j'ai fait avec Seb, où j'étais joueur. Et que, en gros, en fait, le principe d'une Pokéball, c'est de capturer des Pokémon. Qu'est-ce qui se passe si tu lances une Pokéball sur un Pokémon qui est déjà capturé? Techniquement, il va juste pas se faire capturer. La Pokéball va quand même fonctionner. Son fonctionnement, ça va marcher. Tu vois ce que j'avais fait? On était en combat de boss contre un mob qu'on ne pouvait pas battre. Impossible de le battre. On se faisait défoncer, tous les Pokémon étaient passés. Et en fait, mon perso a décidé qu'il en plus avait été nul en lancer de Pokéball. C'était la gimmick de mon personnage. Il a décidé de prendre sa Pokéball et de la lancer contre le Pokémon en fait qui nous attaquait. Ça a marché, j'ai fait une réussite critique, ça a fonctionné, c'était incroyable. Vraiment un moment épique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Pokémon, pour l'instant, il est dans sa Pokéball. Mais il va sortir. Parce que c'est pas moi, je peux pas le capturer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends la Pokéball, je la jette au loin. Et je pars en courant. Tu la jettes d'un immeuble, je crois. T'étais à l'intérieur de l'immeuble, elle a vite pété. Donc il va sortir de la Pokéball à un moment, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que tu prends un système qui existe, qui en soi c'est un système de magie, en soi Pokéball. Et en fait tu prends ce système de magie, et en fait comment tu le contournes? Parce qu'en fait ça fonctionne ce genre de truc. Et ça c'est génial, parce que quand t'es joueur s'approprie vraiment ton système de magie, c'est là où il se passe les dingueries quoi. Et pourtant c'est un système, la Pokéball pour le coup, il y a des règles qui... T'as l'impression que c'est ultra rigide et que on comprend tous comment ça marche, c'est une technologie. Et d'ailleurs, je savais même pas trop comment réagir sur le moment parce que est-ce que ça marche, que ça rapporte, on va faire un bon jet de dés pour aller. Et et il y a quand même moyen de jouer avec ces règles. C'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est la magie, et c'est pour ça que évidemment que les univers avec de la magie ont quelque chose de très sexy. Donc voilà. Mais ça peut être des usines à gaz et faut faire attention parce que voilà. Et parce que c'est les dents dessus. Et même avec quelque chose d'assez simple,
ou en tout cas qu'on conçoit facilement comme la Pokéball, il y a des choses à en faire, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire avec un système très facile, drôle. Tu vois, qui très très drôle. Là, tu vois, c'est complètement con, hein. Ça nous a sauvés. On allait tous mourir. Dans mon RP Megaman, vu qu'ils s'obtiennent leur sort avec des boosters de cartes, c'est aléatoire. Et du coup, dès le début, il y en a qui ont des trucs ultra cheatés, quoi. Vraiment des trucs dans un autre jeu de rôle, tu aurais en fin de campagne, quoi. Mais du coup, ils les avaient au début. Mais qui peuvent pas du coup utiliser. Ils peuvent l'utiliser, mais ça défonce leur point de rame. Et surtout, j'ai mis une grosse contrainte au RAM, c'est que si tu arrives à 0, ton personnage bug, il est déconnecté, et donc fin de combat pour lui. Donc ils doivent vraiment le gérer de manière très minutieuse. Mais du coup, c'était quand même intéressant parce qu'au final, quand ils augmentent le niveau intermédiaire, ils peuvent quand même utiliser des armes très fortes, mais c'est un vrai coup de l'utiliser derrière parce que forcément, ils sacrifient une grosse partie de leurs points, quoi. Et ça, c'était cool parce que tu as ce côté où tu as à la fois une stat et à la fois tu sais que si tu passes à 0 ou en dessous, t'es hors du combat, quoi. Ton personnage il est connecté du combat. Ce qui marche un peu avec la vie. En général, la vie, c'est une stat. Quand elle passe en dessous de 0, c'est pas une bonne idée dans un combat. C'est pas ouf. Mais après, la différence, c'est qu'il meurt pas. C'est juste que, parce qu'en fait, t'as ton appareil, tu le connectes à un réseau et tout. Donc, mais du coup, c'est quand même un problème parce que t'as un personnage qui est hors combat. Et du coup, t'as les autres qui savent se débrouiller avec un nom, quoi. Ouais, avoir un perso hors combat, c'est toujours galère dans une équipe. Ouais, c'est clair. Oui. Mais du coup, il y a des vraies réflexions sur dans quel ordre j'utilise les choses. Est-ce que ça, j'utilise en dernier recours. Il y a une personne, une fois que c'est entre guillemets suicidé de cette façon, entre guillemets, sur un dernier coup, il y avait un dernier coup à donner à un boss. Elle a dit tant pis, je le tente, j'essaye, je m'accroche, je lui donne un coup, mon perso bug à la fin et tout, mais ça a marché, quoi. T'as des moments épiques comme ça qui fonctionnent. Et le perso meurt pas non plus. Bon, on a fait un bon tour, je pense, du sujet. Ouais. On va s'attaquer à un autre sujet dans le podcast suivant, que vous verrez du coup dans quelques semaines, je suis désolé. Mais on va essayer de créer notre système de magie. On n'a aucune idée, ça se trouve ça va être hyper casse-gueule. Ça se trouve le podcast ne sortira jamais. Et bon, on verra bien. On verra.